Je retrouve le nouveau ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Mark Miller. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Un mot d'abord sur cette controverse qui entoure l'invitation d'un vétéran nazi lors du discours du président Zelensky vendredi. À la Chambre des communes, le président de la Chambre, M. Rota, a pris l'entière responsabilité de cette controverse, mais n'a pas démissionné de son poste. Est-ce que vous croyez, vous, qu'il devrait démissionner? D'abord, c'est une personne qui n'aurait jamais dû être là, ce vétéran qui a supposément combattu avec la division galicienne SS durant la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, une erreur qui a été commise par le président de la Chambre. Je ne préfère pas me prononcer à ce stade-ci. Le président quoique étant un député libéral désigné par la Chambre, est indépendant. Je continue ma réflexion. C'est clair qu'il en a assumé l'entière responsabilité. C'est pas tout le monde qui comprend comment fonctionne la Chambre des communes. C'est peut-être une des choses que le gouvernement ne contrôle pas, surtout en minorité, mais je pense que les faits montrent que c'était l'entière responsabilité de M. Rota qui, malheureusement, nous a mis tous dans l'embarras, puis le Canada d'ailleurs dans l'embarras. Alors, situation très, très regrettable. Mais à ce point-ci, je préfère pas me prononcer sur ça. Oui, parce que le chef conservateur a blâmé le premier ministre Trudeau pour cette controverse, dit que M. Trudeau devrait s'excuser. Est-ce que votre gouvernement, justement, a une part de responsabilité dans cette affaire? Écoutez, il y a une façon responsable, même quand il y a des événements qui sont très regrettables qui arrivent, d'adresser la chose, d'abord de trouver comment c'est arrivé pour qu'on s'assure que ça se répète, mais plus jamais. Mais évidemment, le leader de l'opposition, Pierre Poilievre, étant à la hauteur de sa propre personnalité, ça baisse en essayant de trouver de l'opportunisme politique puis de blâmer le premier ministre. C'est malheureux, mais écoutez, on l'a tous applaudi. Je le regrette sincèrement, personnellement, ne sachant pas l'historique de cet individu qui a été pointé dans les estrades. Mais on est tous, je dirais, dans l'embarras. Mais essayons d'aller au fond de la chose puis de s'assurer que le Canada sache précisément ce qui est arrivé et non d'aller dans l'hyperbole politique comme le fait si souvent M. Poilievre. On va suivre évidemment les suites de cette affaire. Parlons maintenant du dossier de l'immigration. Vous êtes ministre depuis maintenant 2 mois. Votre gouvernement maintient sa cible d'accueillir 500 000 immigrants par année, alors qu'on le sait, le Canada traverse une crise majeure du logement abordable. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui croient au contraire que vous devriez fermer les vannes de l'immigration dans ce contexte? Écoutez, je ne veux pas relativiser la chose. Je suis rentré en politique en 2015 lorsque l'intérêt sur la dette était gratuit. C'est pas tout le monde qui parlait d'abordabilité, mais surtout les gens qui étaient les plus vulnérables. Alors, j'ai personnellement fait campagne là-dessus et je suis ravi d'avoir fait partie d'un gouvernement qui a agi. Mais évidemment, il reste du travail immense à faire, puis un gouffre énorme à combler. J'hésite à pointer du doigt les immigrants. C'est l'avenir de notre pays. C'est clair. Malheureusement, je pense que la réflexion qu'on fait trop souvent, trop simpliste, c'est de regarder le côté de la demande, c'est-à-dire la demande, le volume de gens qui viennent à ce pays, puis dire que c'est une équation linéaire, à dire que c'est des gens-là qui vont prendre des maisons. C'est pas le cas du tout. Il y a l'offre aussi, et puis cette offre, il faut regarder précisément ce que c'est. C'est des gens spécialisés qui viennent au pays pour combler ce gouffre en construction qu'on voit à travers le pays. Vous avez juste à parler aux syndicats. C'est des personnes qui viennent au pays pour créer des entreprises, pour faire du logement, pour bâtir des maisons, bâtir des immeubles. Vous avez juste à demander au maire d'Halifax qui pointe du doigt la communauté libanaise qui a contribué à l'essor, à l'épanouissement d'Halifax. Donc, il faut regarder des deux bords. C'est clair que des chiffres comme un demi-million, les gens sursautent parfois, mais quand on découpe ces enveloppes, on voit très clairement ce de quoi on parle, c'est-à-dire des gens qui ajoutent au PIB. Je sais qu'il y a peut-être parfois de la réticence à l'augmentation de l'immigration, mais il n'y a personne qui va dire
qui veut réduire le PIB du Donc, pays. 500 000, Alors, c'est de ça qu'on parle. 500 000, c'est toujours la bonne cible. Ben, j'ai un chiffre, j'ai un rapport à soumettre au Parlement en novembre. Je vois pas un monde où on peut réduire ces chiffres-là, peut-être stabiliser. Il y a ce qu'on contrôle le gouvernement, c'est-à-dire l'immigration économique, la réunification de familles. Il y a beaucoup de demandes, mais aussi ce volet qu'on ne contrôle pas aussi bien, c'est-à-dire les demandeurs d'asile et les réfugiés. Et dans un contexte de migration à travers le monde, et le Canada n'est pas isolé, il y a de l'incontrôlable aussi parfois pour lequel il faut planifier. Ouais. Et on le voit évidemment, toute cette discussion avec le chemin Roxham, le flux important qui arrive au pays. Et partout dans le monde, il faut planifier pour. Là, évidemment, les Canadiens ont des gros cœurs, puis ils veulent évidemment s'assurer que les gens qui fuient la famine et la guerre puissent être accueillis comme du monde. Et pour ça, il faut planifier. Oui, sur l'impact de l'arrivée des étudiants étrangers au pays sur le logement, justement. Le ministre du Logement, M. Fraser, dit qu'il faut avoir une réflexion sérieuse sur la question, alors que le nombre de ces étudiants étrangers explose. Êtes-vous en faveur de plafonner le nombre d'étudiants étrangers admis au Canada? Ben, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'une réflexion sérieuse ne doit pas se limiter à un plafond. Moi, comme ministre de l'Immigration, des Réfugiés, de la Citoyenneté, je dois regarder la chose que j'essaie de solutionner, c'est-à-dire l'impact sur l'intégrité du système et la fraude dont il existe partout au pays, mais dans certaines provinces plus que d'autres. On sait qu'il y a certaines façons de rentrer par la porte arrière au Canada, dont certains étudiants étrangers prennent l'opportunité de le faire. Mais en même temps, il y a des centaines de mille d'étudiants à l'international qui viennent ici pour faire rayonner le Canada. C'est des gens brillants. C'est l'avenir de notre pays. Alors moi, je dois solutionner pour l'intégrité du système et pour la fraude qui existe quand il y a des gens qui abusent de ce système, mais c'est un écosystème excessivement lucratif. On parle de 20 milliards, 30 milliards de dollars. Ouais. Les provinces ont une part immense de la responsabilité quant à désigner ces institutions qui accueillent ces personnes. Alors, ce que je dois faire, moi, comme ministre, c'est de m'asseoir avec mes partenaires aux provinces, avec les institutions en tant que telles, puis leur parler de l'écosystème avec les effets pervers qui sont créés, puis d'essayer de rectifier le tir un tout petit peu. Alors, c'est pas une solution qui va tout rectifier du jour au lendemain. Mais pas de plafond en vue, là. Un plafond serait une piste de solution, mais peut-être pas la meilleure. Alors, ouais. Je vais continuer d'en parler avec mes collègues, surtout dans les provinces, mais à un moment donné, il va y avoir une décision à prendre, et ça va être une décision qui va être intelligente et non seulement brute, de façon je ne veux pas essayer de créer plus de problèmes qu'il y en a déjà. Le temps file. Je veux vous entendre sur l'immigration francophone parce qu'on sait que le gouvernement du Québec songe sérieusement à l'idée d'imposer des nouvelles règles linguistiques aux immigrants temporaires. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, M. Miller, avec cette idée? Ben, dans mon domaine de juridiction, ça me tient à cœur, étant québécois, j'ai un rôle à jouer, c'est-à-dire surtout dans l'immigration hors du Québec francophone. Comme gouvernement fédéral, on n'a jamais pu faire une bonne job d'aller au-delà vraiment de 4 pour vraiment aider ces communautés qui ont besoin de gens qui parlent français, de francophones, et qui sont prêts à accueillir ces gens-là. Cette année, on a réussi à atteindre le 4,4 mais on doit absolument être plus ambitieux. Oui, on va travailler en même temps avec le Québec pour s'assurer que s'ils ont des pistes de solutions, pour s'assurer que le Québec puisse rayonner en français à travers l'Amérique du Nord, on va les aider, mais il y a plusieurs façons de faire. Alors, je regarde attentivement les consultations qui sont en cours. Je parle avec la ministre Fréchette et d'autres ministres pour s'assurer qu'on peut les aider parce qu'on a plusieurs outils qu'on pourrait leur aider. Dans leur juridiction, évidemment, on a un accord spécifique avec le Québec qui donne beaucoup de juridictions avec le Québec, justement pour s'assurer qu'il y ait plus de francophones au Québec. Mais j'ai aussi un rôle important à jouer pour m'assurer qu'on soit ambitieux comme gouvernement fédéral canadien pour s'assurer que les communautés francophones hors du Québec puissent elles aussi rayonner. Alors, tout un travail, mais c'est un défi
lesquels je dois être réaliste, sachant qu'on n'a jamais pu vraiment dépasser le 4 ce qui est inacceptable. Mais je veux des cibles qui sont à la fois ambitieuses et réalistes. Oui, on va suivre ces discussions avec le Québec. Mark Miller, je rappelle que vous êtes ministre de l'Immigration. Merci beaucoup. Merci de votre temps. C'est moi qui vous remercie.